Allez, on se réveille. Allez, on se réveille. C'est le premier cas difficile de la soirée. Un homme hagard, retrouvé dans la rue par les pompiers. Box fermée. Vous êtes tombé? Bon. Vous avez bu de l'alcool? Vous avez pris autre chose? Vous avez bu le gasoil? Monsieur, dites-moi. Pour éviter suicider. Vous voulez vous suicider? Oui. C'est les pompiers qui l'ont déposé ou pas? Il y a le mot des pompiers que je regarde ce qu'ils ont noté. Il est où le mot? Le médecin de garde essaye de savoir quelle quantité d'hydrocarbures l'homme a ingurgité. À haute dose, le gasoil peut gravement endommager les poumons. 1 litre de gasoil, c'est ça? Ils savent pas en fait, ils auraient pu. Mais ils savent pas, de toute façon, Oui, ils m'ont dit complètement bourré, qu'ils ce savent pas, ouais. Aucun signe clinique inquiétant. L'homme retrouve ses esprits, mais commence à se montrer agressif. Faut tout boire, non. C'est pour vous, monsieur, hein, c'est du sucre. Vous risquez de faire un malaise, hein, sinon. Non. Monsieur. Calmez-vous. Je le casse. Ils vont vous laisser tranquille, vous en faites pas. Johan, l'infirmier, appelle le médecin de garde en renfort. Vous allez rester avec nous, monsieur. Laetitia, tu peux venir, s'il te plaît? Monsieur? Alors, vous allez vous asseoir? Non, il est... Alors, je vous explique. On ne peut pas vous soigner si vous asseyez pas. Non. Asseyez-vous, monsieur. Parce que sinon, on va être obligé de vous mettre sur le lit. Oui, mais tout le monde est gentil ici, monsieur. On est là pour vous aider. Vous comprenez? Johan travaille ici depuis 3 ans. Alors, enlevez tout seul. Il a l'habitude de ces nuits agitées. Ah, ça va bien se passer. On va être gentil. Et lui aussi. Mais est-ce que c'est dur pour vous d'avoir à faire face à tout ça? C'est pas forcément ce qu'on imagine dans un service d'urgence. Si. On sait que dans les urgences, il y a de la violence. On y est préparé. Ou si on n'y est pas préparé, on s'y prépare vite. Injures ou coups, une récente étude recense un acte de violence toutes les 30 minutes dans les hôpitaux français. Les infirmiers en sont les premières victimes. Au cœur de Paris, les urgences de la Pitié-Salpêtrière, l'un des plus grands services de France. La nuit, même si le flux de patients ralentit, les médecins de garde doivent faire face à des situations de plus en plus délicates. En plus des urgences vitales habituelles, les équipes soignantes doivent gérer des cas complexes liés à la vie nocturne. Ouvrez les yeux. Allez, on se réveille là. La consommation excessive d'alcool ou de drogue, mais aussi la détresse sociale de ceux qui ne savent plus où aller. C'est bien? Est-ce que vous avez mal? 18h, les cabinets médicaux ferment leurs portes. La salle d'attente se remplit. Non. Monsieur N. À cette heure-là, le service connaît chaque soir un pic de fréquentation. Vous venez pour une ordonnance, c'est ça? Non, mais j'en Non, ai elle a une, mais des, c'est elle pas a pour des faire radios à faire. Ah bah, faut prendre un rendez-vous pour ça, madame. Les patients le savent, les urgences fonctionnent 24 heures sur 24. Et en plus, ici, pas besoin d'avancer les frais. Mais oui, parce que demain matin, je vais à l'hôpital, je pense que c'est un grand spécialiste, il faut un an de rendez-vous. Alors pour un rendez-vous, là, on l'a pris parce que c'est un ami d'un ami, oui. D'accord, bon bah... Et vous avez déjà vu le médecin, en fait, c'est ça? Oui. Une consultation sur 3 n'a en réalité aucun caractère d'urgence. Vers 21h, le docteur Hélène Goulet, de garde ce soir-là, voit arriver les premiers cas sérieux. La nuit, ce sont les problèmes d'alcoolémie qui imposent leur rythme. 20% des patients. Je me suis mangé une chute et voilà. Comment vous êtes tombé? Je suis tombé 4 fois. Alors là, vous venez de vous inscrire. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Donc, déjà, il faut voir les infirmières et puis après, on va se revoir. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, je peux me barrer d'ici et je rentre chez moi et voilà. Je ne sais pas. Apparemment, vous avez bu un peu d'alcool. Ouais. Mais j'ai vraiment mal au bras en fait.
Mathis, 21 ans, sort d'un apéro prolongé avec des amis. Moi, je suis le docteur Boulet. Je peux jeter au fond de la poubelle ou pas là? Non, c'est pas une poubelle. Là-bas, le sac noir. Alors, asseyez-vous. Ça marche pas. Vous avez bu de l'alcool, on dirait? Ouais. Beaucoup d'alcool. Moyen. Beaucoup. Et vous savez pas comment vous êtes tombé? Ok. Non, je peux pas. Vous savez pas du tout comment vous êtes tombé? Non. Là, ça fait mal ici? Ouais, ça fait mal. Et là? Non, là, ça fait pas mal. Quand je bouge là, ça fait mal. Ça fait mal. Là, ça fait beaucoup mal. Bon, ok. On va passer ça derrière le cou. Vous êtes venu comment aux urgences? À pied. Pardon. Hop, ça a pu bouger. Mathis s'en tire avec une fracture du coude. Pas de plâtre, mais son bras devra être immobilisé pendant 6 semaines. C'est sûr qu'on a plus de traumatos chez les gens ivres la nuit que le jour. Et donc oui, dans ce sens, c'est caractéristique des urgences la nuit. C'est compliqué à gérer pour vous ou... Non, en fait, on a quand même l'habitude de ça. Il est sourd, oui, mais il n'est pas agressif ou particulièrement pénible, donc ça va. Quand l'ivresse est plus sévère, ce sont les pompiers qui emmènent les patients. Non, mais c'est pas grave. Vas-y. Allez, viens, Allez. installe-toi. Non, je te lâche pas, y a pas de problème. Regarde. Allez, voilà. Regarde, je t'avais promis de t'allonger, non? Je t'ai menti ou pas? C'est bon? Je t'ai menti? Tiens. Tom, 16 ans, s'est saoulé pour la première fois à la vodka. Il était avec son frère. C'est ce dernier qui a alerté les pompiers. En 10 ans, le nombre de mineurs hospitalisés pour ivresse a doublé. J'ai bu trop d'un coup. J'ai pensé à mon grand-père. Ok. Et j'ai bu comme un trou. Comme ça, c'est bon. Tom n'a pas perdu connaissance, il n'a pas fait de coma éthylique. Mais à cet âge, l'abus d'alcool répété peut provoquer des dommages irréversibles au cerveau. Le médecin de garde, le docteur Freud, ne se prive pas de faire un peu de morale. Quand on sait pas boire, on boit pas. Vous allez tomber là. Sinon on appelle les parents, moi j'ai aucun souci, on appelle tes parents, ils viennent chercher. Comme il est mineur, l'adolescent ne peut quitter le service sans la présence d'un adulte. Je vais pas m'en débarrasser, moi je les aime bien, ils sont marrants en général. S'il y en avait qu'un, ça irait, mais je pense qu'il y en aurait un peu plus. Plus la nuit avance, plus les taux d'alcool sont élevés. Merci, monsieur, vous inquiétez pas. Certains patients arrivent menottés entre 2 policiers. Ils viennent d'être arrêtés pour ivresse sur la voie publique. Cet homme a menacé les clients d'un bar. Malheureusement, c'est souvent comme ça que ça commence, les ennuis. Ah oui, j'emmerde personne. Comme vous l'avez constaté quand vous êtes arrivé, j'ai mon sac, moi j'ai ma petite bière, je bois ma bière, je fais chier personne. Je demande rien à personne, je la paye moi-même ma bière. Ah voilà, c'est ce que j'allais vous demander s'il y avait une consommation C'est pour ça que j'aurais besoin d'une prescription en Valium, vu qu'ils vont me mettre trop. Alors là, c'est au médecin qui faudra demander. Sans Valium, je vais pas être bien. Son état de santé n'est pas jugé inquiétant. L'homme finira sa nuit au commissariat en cellule de dégrisement. Dans la salle d'à côté, un autre patient se fait soigner sous la surveillance des policiers. C'est un dealer qui a ingéré son sachet de cocaïne lors d'un contrôle de police. Non, je n'ai pas de ceinture. Jogging. Non, jogging. Oui, si, j'ai les chaussettes dedans. C'est ok. Je l'ai réveillé, il n'y a aucune douleur, même une douleur abdominale. Et le ventre là? Un petit peu, mais c'est vraiment tremblement et vraiment céphalée quoi. Ouais. Si jamais ça explose, de fait, ça va mal se passer. Votre cœur, il peut mal le supporter. Je peux faire un lavage d'estomac? Bah non, vous l'avez pris à quelle heure? Vous l'avez pris à quelle heure? Minuit. Bah non, c'est trop tard. Lavage d'estomac, c'est dans la première heure qu'il faut le faire. Les collègues sont en train de préparer les médicaments, on va vous mettre un petit coup. C'est un protecteur gastrique, donc ça va déjà soulager un peu l'estomac. Les policiers doivent attendre qu'il évacue naturellement le sachet de cocaïne. Cela peut prendre 24 heures.
On est parti. Il sera placé en garde à vue dès sa sortie de l'hôpital. La nuit, pour les médecins et les infirmiers, il n'y a pas d'horaire pour les pauses repas. Le docteur Goulet espérait profiter d'une accalmie. Ça peut peut-être attendre demain, non? Non, mais n'importe quoi. Je te fais chauffer ça. Bon, ok, je vais avoir la boucle d'oreille. C'est un cas rarissime. Une jeune fille de 16 ans est venue accompagnée de son père. Elle n'arrive pas à retirer sa boucle d'oreille. C'est à droite. Et vous avez fait ça quand? Donc, je vais enlever la première déjà qu'on voit. Martine, en plus, tu verras, on va faire la... Et voilà. Ça, il faut bien nettoyer. Faut qu'il... Ouais, ok. Bah, ok, on reste tranquille. Allongez-vous. Il faut savoir tout faire aux urgences. Oui. Très technique, hein, enlever la boucle d'oreille. Mais bon, en même temps, il fallait l'enlever, c'est infecté. Donc si on laisse un matériel infecté en place, ça ne va pas s'améliorer. Donc il fallait l'enlever. Hélène Goulet, 36 ans, est urgentiste depuis 8 ans. Un métier vocation pour un salaire de 4 000 € net par mois. En plus, elle doit assurer 3 gardes mensuelles, payées chacune 200 € net. Mais ce travail nocturne, cette mère de 2 jeunes enfants s'en passerait bien. C'est un service 24/24, donc oui, on est là la nuit, et c'est pas pour autant qu'on préfère être là la nuit. Enfin, en tout cas, pas tout le monde. Donc, je fais des gardes parce qu'il faut bien que tout le monde fasse des gardes. Hein. Ça fait partie du job. Et dans cette médecine de l'urgence, qu'est-ce qui vous plaît le plus en fait? Parfois, il y a le patient qui va pas bien, voilà, le petit coup d'adrénaline là-dessus, où il faut aller vite, il faut pas se tromper de diagnostic. Donc ça, c'est le côté sympa des urgences. C'est ce qu'on appelle les urgences vitales. Elles ne représentent que 4% des cas. Ce soir-là, une femme de 54 ans se présente avec des douleurs thoraciques. Son médecin traitant lui a diagnostiqué une infection de la plèvre. C'est en fait beaucoup plus grave. Madame, vous fumez depuis quand? Depuis que j'ai 15 ans. D'accord, un paquet par jour, plus, moins? Un peu moins. Un peu moins. Là, vous avez mal depuis quelle heure aujourd'hui? Oui, 21h à peu près, ouais. Et ça persiste depuis 21h? Ouais, là ça La va. douleur, elle fait comment la douleur? Elle m'étouffe. Ouais. J'arrive pas à respirer. Enfin, j'ai mal quand je respire. Ça fait mal? Ouais. Ça remonte là? Ouais. Ça va dans le bras? Ouais. À gauche, à droite? Gauche. À gauche, ok. Quelques questions. Un électrocardiogramme suspect. Le médecin pense à un infarctus. Ouais. Madame? Oui. Il y a probablement une artère du cœur qui est bouchée. D'accord. D'accord. Je vais vous accompagner, on va la faire déboucher. Ok. Le pronostic vital est engagé. Son mari, qui patientait en salle d'attente, est prévenu. Hein? Ouais, je sais. T'as été pris en charge ici. J'allais dire, t'as zénitude. Non, non, mais c'est bien que ce soit comme ça. Je te remercie. Ah, la douleur s'améliore là. La douleur, ça va mieux? Ah, ça commence à... Ah, t'es sûr? Oh, vache. Il était temps. La patiente est transportée en cardiologie. Vous me rejoignez là-bas? Oui. À tout de suite. Ça va mieux, madame? Elle sera opérée dans l'heure, avec succès. Les urgences ne sont qu'un passage. Les patients ne restent jamais plus de 24 heures, même si certains reviennent régulièrement. Chaque soir ou presque, les pompiers amènent ce SDF. Le personnel connaît son nom et même sa date de naissance. On n'a pas besoin de carte vitale, on n'a pas besoin d'identité. Dès qu'on voit la tête, on sait déjà tout. C'est 220156, si j'ai bonne mémoire. Faut le laisser dormir dans un brancard quelque part, mais... Ouais, mais bon, c'est en fait. Ouais. C'est tous les jours, c'est tout le temps. On est obligé de l'accepter, quoi. On ne peut pas le laisser sur la voie publique. On serait en train de chuter, quoi. Quand vous voyez arriver, vous réagissez comment? On réagit, ça dépend de son humeur en fait. Seul le médecin de garde peut décider de ne pas l'accueillir si les urgences sont saturées ou si l'homme se comporte mal. Nickel. Bonjour, monsieur. 3 fois
fois, troisième fois bonjour. Bon, Quand il est calme comme ça, on... La connaissez-vous là-bas? Sur un fauteuil là-bas, ouais. Un fauteuil là-bas, oui. Ce soir, il est bien cogné. La nuit, les urgences ressemblent parfois à un centre d'hébergement. Une dizaine de SDF sont là chaque soir. Des habitués, d'autres seulement de passage. Au petit matin, un dernier cas avant la fin de la garde. Un homme arrive en overdose. Il a abusé d'une drogue de synthèse. Son cœur peut lâcher à tout moment. La peur, c'est bon. La MDMA est une amphétamine euphorisante qui agit sur le système nerveux. Le patient très agité est en hyperthermie. Sa température monte rapidement. Ne bougez pas le bras. En France, cette drogue a provoqué 4 décès l'année dernière. Mais là, vous allez tomber là. Sa tension chute et son cœur s'emballe. Ah, mais j'ai fait un arrêt cardiaque. Le docteur Freud décide d'intuber le patient pour le stabiliser. Étau, c'est l'eau. Étau, c'est l'eau. Étau d'intubation. On va vous endormir, monsieur. Ok. Ok. Ce sera moins marrant comme trip. Mais... Étau, c'est l'eau. Le patient est désormais sous anesthésie générale. Vous avez tout ce qu'il faut? Super. On a une voix qui passe, on a tout ce qu'il faut. On a vérifié l'aspi? Elle a vérifié l'aspi, c'est bon? L'aspi est bon, le ventilateur. Il n'a plus le réflexe de respirer. Le docteur Freud doit l'intuber. Le geste le plus technique pour un urgentiste. Tu vois? Le médecin n'a que 2 minutes pour y parvenir. Pendant ce laps de temps, le patient est en apnée. C'est bon. Bon, merci tout le monde en tout cas. Maintenant, il va très très bien. Il dort et il est très très bien. Et il va aller en réanimation. Et pourquoi on est obligé d'emmener en réanimation? Parce qu'ici, on n'est pas adapté pour s'occuper des patients qui sont endormis et comme ça, avec une machine pour respirer. Il est 6 heures. La garde s'achève. Des fractures, beaucoup d'ivresse, des urgences sociales, quelques vies sauvées aussi. La routine d'une nuit aux urgences. C'est un sanctuaire bien gardé. Bégin, l'un des 3 hôpitaux militaires d'Île-de-France, mobilisé depuis une semaine pour soigner les victimes des attentats. Ici travaillent des médecins habitués à réparer les corps des soldats français blessés au combat, en Afghanistan, au Mali, au Tchad. Vendredi dernier, l'hôpital a reçu 41 blessés. Tous atteints par une ou plusieurs balles de Kalachnikov. Le sciatique, c'est... Oui, il était pris en charge par le professeur Riga. Et les orteils, vous arrivez à les bouger? Cette victime du Bataclan a reçu un projectile dans la cuisse. Par chance, l'os n'a pas été touché. Pour ces experts des blessures de guerre, les dégâts auraient pu être dévastateurs. C'est toujours mieux pour la cicatrisation. Okay. Quand c'est des balles de guerre, en général, c'est des balles à très grande vitesse et donc ça pulvérise les fragments osseux. Et après, chaque fragment osseux devient ce qu'on appelle un projectile secondaire, c'est-à-dire que le petit morceau d'os fracassé va prendre de l'énergie cinétique et va lui-même se transformer en une mini-balle. Ce qui explique que vous avez souvent un orifice de sortie qui est beaucoup plus gros, voire énorme. Voilà. 2 des 41 victimes n'ont pas survécu à ces blessures par arme de guerre. Les patients sortent. Mercredi,
5 jours après les attentats, le professeur Ola et son équipe du service orthopédique soignent encore 7 patients dans un état grave. Il va passer au bloc aujourd'hui pour réfection du pansement. Il a aussi la plaie de... Au total, ils ont pratiqué 40 opérations, avec des conséquences parfois très lourdes pour les patients. Hier, on a fait passer aussi au bloc le de 27 ans avec une fracture balistique des 2 os de la jambe droite, chez qui on a décidé en accord avec lui d'une amputation devant l'impossibilité d'avoir une récupération fonctionnelle satisfaisante. Voilà, ça s'est bien passé. Je passerai le voir. Elle est prévenue. Je passerai le voir. On peut la laisser ouverte. Allez, 3, 1, 2 et 3. Dans le service, 2 amputations ont été pratiquées cette semaine. La première, avec l'accord du patient. Mais ce n'est pas toujours possible. Olivier, 34 ans, chirurgien, est chargé du suivi de la seconde amputation. Au Bataclan, la victime a reçu 3 balles, 1 au bras, 2 à la jambe. Elle est arrivée inconsciente à Bégin, entre la vie et la mort. Alors, l'approx... Ce sont ses parents qui ont donné l'accord d'amputer sa jambe gauche. Elle ne l'a découvert qu'à son réveil. On va refaire le pansement de l'amputation et ensuite on reprendra l'humérus. On met l'humérus. C'est la 4e fois en 5 jours que cette victime passe au bloc opératoire. Et ce n'est qu'un début. Et probablement, pour la phase initiale de reconstruction, encore 2 interventions. Ensuite, cette phase initiale de reconstruction, il y en aura forcément dans plusieurs mois, car c'est des patients qu'on va devoir suivre pendant 6 à 12 mois avant d'arriver à la fin du traitement. C'est des patients pour qui ça va être très très long. Olivier opère tous les jours depuis les attentats. On va pouvoir commencer. Je peux t'embêter? Oui. Il est à reprendre. Vendredi. Alors que l'opération débute, le chirurgien doit en même temps gérer le planning serré des effectifs. Donc l'idée c'est de doubler les équipes pour que vous n'ayez pas à attendre. Et samedi, même combat. Oui. Merci Olivier. Excusez-moi, vous sentez que les gens commencent à être un peu fatigués? Oui, probablement. Une fatigue qui est physique. Psychique peut-être, mais physique c'est sûr. Malgré les besoins, vous arrivez à en tenir compte? Oui, évidemment. Il faut durer. Et pour durer, il faut savoir préserver les équipes, aussi bien physiquement que moralement. Audrey et Guillaume sont infirmiers anesthésistes, frères et sœurs d'armes. Ils ont beau avoir fait l'Afghanistan ensemble, depuis vendredi dernier, ils ne cessent de se refaire le film de cette nuit de cauchemar. Une des patientes, là, quand elle est sortie du bloc à 5h du mat', elle m'a demandé des nouvelles de Chloé. Je savais pas qui était Chloé, elle m'a demandé une petite brune. Et elle n'arrêtait pas de dire « Est-ce que vous savez où est Chloé? Est-ce que vous savez où est Chloé ?» Moi, j'ai pas... Même pour ces militaires aguerris, difficile d'encaisser le choc des événements. Donc ils étaient tous les deux quand même contents d'être là et d'être sains et saufs. On peut pas être mettre sa carapace et dire moi je suis insensible à tout, je travaille. Non, ça nous fait quand même quelque chose et ça serait pas normal d'être imperméable à autant de violence et de mort. C'était vraiment les mêmes blessures de guerre que on peut voir au Mali actuellement, qu'on a pu voir en Afghanistan. Et c'était exactement les mêmes blessures. Et surtout, d'avoir ce qu'on appelle un MASCAL, un afflux massif de blessés aux urgences. Sauf que là, on est à Paris. C'est ce qui nous a quand même le plus marqué, quoi, d'avoir ce travail qu'on peut avoir en opération extérieure, de l'avoir sur le territoire national. Après 2 heures d'opération, la victime amputée sort du bloc. En salle de réveil, Audrey prend le relais. Mademoiselle, voilà, c'est bien. Ouvrez les yeux. L'intervention est finie. Hein ?
Audrey, l'infirmière anesthésiste, a été présente à chacun des réveils de cette jeune femme meurtrie dans sa chair. Pour l'instant, elle fait partie des gens qui acceptent les conséquences de ce qui s'est passé. Mais je pense qu'elle aura besoin d'une bonne prise en charge psychologique parce que pour l'instant, elle accepte les choses, elle accepte les interventions, les pansements, la chirurgie au jour le jour. Elle se dit qu'elle n'a pas trop le choix. Mais je pense que mentalement, ça va se dégrader après. Des destins brisés comme celui-ci, on en rencontre dans chacun des 41 hôpitaux parisiens. Rémi Lizard est le grand patron du service orthopédique de l'hôpital Lariboisière. Il a vécu l'attentat de la rue de Rennes en 1986. Mais cette fois, les profils et la jeunesse des victimes le touchent particulièrement. Je pense à cette jeune fille à qui il est arrivé une balle dans le bras pour laquelle il va falloir... on sait qu'elle est partie pour un long chemin, alors qu'elle était étudiante, qu'elle devait prendre son poste, un premier poste lundi. Il y a aussi cette jeune femme qui est acrobate et qui se retrouve avec une blessure de l'avant-bras. Et difficile de savoir si elle va pouvoir continuer, je l'espère avec elle. On fera ce qu'on pourra pour qu'elle reprenne son activité. On se bagarrera pour ça. J'espère qu'on va y arriver. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, et c'est ce qu'on peut lui dire. Il y a encore beaucoup de travail. C'est pour eux le début d'un chemin. Le début d'un chemin et qui risque d'être long, malheureusement. Faites du bruit pour The Traps! On sort! Laura a 31 ans. Elle est assistante de direction à Versailles. Mais la passion de cette jeune femme, c'est le hard rock. Elle a été grièvement blessée dans la foule du Bataclan. Laura aujourd'hui est dans le coma. Depuis une semaine, Daniel, sa maman, dort peu, ne mange pas, se contente de quelques verres d'eau. Elle reste prostrée dans l'appartement de sa fille, hospitalisée en réanimation. C'est tous ses débuts. C'était en concert. C'est assez grave, elle avait reçu 6 impacts de balles. Sa hanche qui était un peu démolie, son bras qui était en lambeaux, fallait réparer son bras aussi qui saignait énormément, et puis, puis ses 2 doigts de la main gauche, l'index et le majeur. Et l'index et le majeur, ils étaient en sale état, qu'ils sont obligés de les couper, mais ils ont coupé ça vraiment très proprement. Et en arrivant, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont essayé vraiment d'opérer une première fois. Et quand j'ai su ça, j'ai été effondrée, en larmes. Les proches de Laura l'ont cherchée dans tous les hôpitaux. Ils ne l'ont localisée que le samedi soir. En état d'urgence absolue, Laura est plongée en coma artificiel depuis la nuit des attentats. Les 6 balles ont touché la poitrine et l'abdomen. Les médecins lui ont retiré un morceau de rein et de côlon. Ce matin encore, Daniel a reçu un appel du chirurgien. Voilà, votre fille part au bloc pour la 4e intervention parce qu'il y avait une balle qui logeait entre le poumon et le cœur, qu'il fallait absolument enlever. Et tant qu'elle était dans cet état-là, il fallait absolument l'enlever maintenant. Sébastien, le frère de Laura, va emmener sa mère à l'hôpital. C'est bon, monsieur de la mairie nous attend. Par solidarité, le maire de la commune de Tritte-Saint-Léger, près de Valenciennes, prête à la famille sa voiture de fonction et son chauffeur. Daniel nous montre la dernière guitare que venait de s'offrir Laura. Elle rêve de voir sa fille en rejouer un jour.
Elle est gauchère, hein, donc c'est des guitares gauches. Donc il manque l'index et le majeur. Enfin ça maintenant on fait des belles prothèses. Hein. Donc comme c'est une battante, on va y arriver. Parce que si elle veut toujours jouer de la musique, elle va y arriver, Laura. C'est dur, c'est dur. Avec le chauffeur de la mairie, Daniel prend le chemin de l'hôpital. Allô, oui ? Son mari est resté dans le Nord, hospitalisé lui aussi. Bouleversé par les blessures de sa fille, il a fait une grave hémorragie suite à un ulcère de l'estomac. Vous avez hâte qu'elle se réveille? Hâte, oui, mais oui et non. Hâte, oui. Je voudrais bien quand même qu'elle se réveille quand je suis là. Surtout quand je suis là. Pourquoi? Parce qu'au moins elle verra ma présence. Hôpital Pompidou, dans le 15e arrondissement. Alors j'espère qu'il aura aller. J'espère, au moins qu'on ait des bonnes nouvelles. Hein? C'est pas le moment que papa il s'en aille, je t'ai. Je lui ai dit, charbon, pense à Laurent. Vous savez les premiers mots que vous avez envie de lui dire? Qu'on l'aime et qu'on est là avec elle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On croise les doigts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Vendredi, 7h30 du matin. C'est la relève dans le service où est soignée la victime du Bataclan, amputée d'une jambe. Qui est descendu. Les infirmières de nuit débriefent l'équipe de jour. Au niveau de la douleur, donc elle est entre 5 et 7. C'est Coca, aide-soignante, qui va s'occuper de la jeune femme. Toute la nuit. Elle est passée au bloc jeudi. Elle était très algique. Parce que du coup, ils ont réduit son amputation. Ils ont recoupé un petit peu. Ils ont recoupé un petit voilà. peu. C'est avant-hier, hein. C'était mercredi. C'est toujours en dessous du genou? Même s'ils ont recoupé, c'est toujours en dessous. Raboté qu'ils ont raboté, en fait. Ah d'accord, ok. Et elle a bien pris le fait qu'on rabote un peu? Elle nous en a pas vraiment parlé. Non. L'intervention a pour but de rendre possible, d'ici 3 à 4 mois, la pose d'une prothèse. Aide-soignante, Coca prodigue des soins et fait la toilette des patients. Mais avec cette jeune femme amputée, Coucou. comme avec toutes les victimes des attentats, elle parle surtout. Ça va? Nous n'entrerons pas dans la chambre, car la victime est encore très choquée. Ce qui a le plus frappé Coca, À tout à l'heure. ce sont ses premières paroles, 2 jours après la tuerie. Pendant la toilette, avec les soins, etc., elle m'a posé la question, elle m'a dit, ici, est-ce qu'on est en sécurité et est-ce qu'ils contrôlent bien à l'entrée et est-ce que les terroristes peuvent pas revenir ici? Parce que je pense que, voilà, elle a été... Enfin, je pense que c'est... Enfin... Voilà, elle a encore très peur. Cette rescapée du Bataclan devrait quitter l'hôpital dans une dizaine de jours. Les blessés les moins grièvement touchés, eux, sont sortis dès samedi. Mais cette semaine, ils reviennent tous en consultation pour un contrôle de leurs blessures. Aline, infirmière en cardiologie, a été affectée au suivi de ses patients. Alors, j'enlève le sparadrap, monsieur. Ce matin, elle accueille un étudiant américain de 23 ans, un miraculé du Bataclan. Vous avez pris les traitements que vous avez presque sur eux? J'ai bien fini mes antibiotiques. Une balle a effleuré son crâne. On est bien objectif, de voir tout ce qui se passe, d'accord? Ouais. Déjà, vous faites une bonne détertion, puis on va faire le point, D'accord. Très bien. Aline l'a accueilli vendredi soir aux urgences. Depuis, elle ne l'avait pas revu. Comment ça va depuis cette fameuse nuit? Enfin, pas mal. Ma fiancée me Skype chaque matin quand il se lève. D'accord. Il s'exprime. Elle a dû avoir peur, votre... Ouais. Et pour elle, c'est comme un début de guérison.
Ce monsieur est très courageux parce que quand je l'ai pris en charge, il était en état de choc. Il ne parlait pas. On n'a pas beaucoup parlé vendredi. Il était vraiment pas bien. Il m'a demandé un magazine pour se changer les idées. Malheureusement, dans l'urgence, on n'a pas de magazine. Mais il a pu voir un psychiatre tout de suite. Et je pense que ça leur a fait beaucoup de bien parce qu'après, il s'est endormi. 5 jours après les attentats, le jeune homme va mieux. Mais il a conscience d'être encore très fragile. Là, je me sens que je suis encore en mode protectif. Peut-être même quand je rentre chez moi aux États-Unis, la première fois que je vois ma mère et que je vois mes parents, que je vois ma fiancée, que là, il y a une chance qu'il y a des trucs qui reviennent. Ouais, voilà. Donc, je suis préparé. Continuez, merci tout ce que vous avez fait. D'être fort. Continuez. Tout ce que vous avez fait, c'est vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Au revoir. C'est l'autre enjeu des hôpitaux parisiens. Soigner aussi les états de stress post-traumatique, typiques des zones de conflit. Sophie Roy est psychiatre. Elle prend en charge une quinzaine de rescapés des tueries. Il y a des personnes qui ont passé presque 36 heures terrées chez elles, presque sans allumer la lumière, au sol, comme lorsqu'elles ont vécu ce qu'elles ont vécu. Il y a des personnes qui ont l'impression de sentir encore les odeurs des coups de feu. Et il y a des personnes qui entendent encore en boucle les conversations qu'ils tenaient à ce moment-là. Ce sont des personnes qui ne supportent plus d'entendre de la musique, qui ne supportent plus éventuellement d'entendre des gens rire, parce que tout leur paraît complètement à côté de ce qu'ils vivent comme surréaliste. Le docteur Roy est aussi confronté au syndrome du survivant. Certaines personnes se trouvent dans une totale incompréhension de savoir pourquoi ils sont en vie et surtout si leur vie n'a tenu qu'à un fil. Avoir été en retard pour aller au restaurant et du coup avoir échappé au tir, ce genre de hasard est pour le moment très très troublant et peut être très douloureux et incompréhensible pour certaines personnes qui auraient envie de leur dire « Mais de quoi te plains-tu? Tu n'as rien. » Mais non, ces gens n'ont pas rien. La maman de Laura, la roqueuse, a passé tout l'après-midi à son chevet. Daniel, quelles sont les nouvelles? Très bonne, c'est positif, ça va, c'est très encourageant. Donc maintenant, Laura va se réveiller tout doucement, mais quand, je ne sais pas. Les médecins, ils ne peuvent pas le dire, ça dépend le produit, comment Laura va réagir à tous ces produits qui ont été injectés sur elle. Je lui ai parlé à Laura, peut-être qu'elle m'entend, peut-être qu'elle ne m'entend pas. Il faut continuer à te battre, comme ça après tu reprendras tout doucement ta musique. Hein. Donc on va te mettre sous ça, donc tu vas te réveiller en musique. Voilà. Ce dimanche, 40 rescapés des attentats sont toujours inconscients, gardés en réanimation. Voilà, c'est parti pour le grand couloir. 3 mois après les attentats, sa vie est en fauteuil roulant. Ces journées, François les passe en grande partie dans cette salle de rééducation pour réapprendre à marcher. Tu te mets debout, tu pivotes sur ta jambe pour t'asseoir. Pivote. Le 13 novembre, ce jeune homme de 27 ans était au concert du Bataclan. Tu me dis si ça te fait mal ou quoi? Il a pris une balle de Kalachnikov dans le dos. Elle est ressortie par l'abdomen. Les chirurgiens ont dû l'opérer 3 fois en 2 jours pour lui sauver la vie. Donc ils ont tout ouvert, hein. Puis bon, apparemment j'étais plein d'hémorragie interne. Donc ils n'ont pas eu le choix, il fallait passer quoi. La hanche a été quand même gravement touchée. C'est une blessure balistique, donc le bassin il a quand même été, enfin je sais pas si on peut utiliser le terme, mais l'os du bassin a quand même été éclaté. C'est pas une blessure normale quoi. C'est pas comme si je m'étais fait opérer de l'appendicite quoi. Ça va pour l'instant? Tu me dis si ça fait mal ou si ça te tire trop. Je Je laisse maman en dessous.
Ces blessures de guerre ont en partie paralysé sa jambe gauche. Le sang circule mal. Ça tire bien. Les muscles sont figés. Ah, putain de Dieu. Aujourd'hui, nouvelle étape dans sa reconstruction. François passe sur la catapulte, comme dit le kiné, en position inclinée pendant de longues minutes. Objectif, stimuler la circulation du sang pour irriguer à nouveau les muscles de sa jambe. Ce qui est mieux maintenant qu'avant, quoi. Quand j'étais au lit, je pouvais rien faire. Enfin bref, c'était l'horreur, quoi. Je me faisais chier, hein, un petit peu quand même. Avec la rééducation, au moins on a des objectifs, on a un progrès, quoi. Je veux dire, il y a vendredi dernier, j'étais encore dans un fauteuil automatique. Jeudi dernier, j'étais encore couché à 45 degrés dans mon fauteuil. Cette position-là, là, 45 degrés, il y a une semaine, je ne pouvais pas. Donc il y a du progrès. Et ça aide à aller de l'avant, quoi, et à un peu oublier, se projeter dans le futur et un peu oublier le passé, quoi. Allez, concentre-toi. Autour de François, d'autres survivants du vendredi 13. C'est bien. Essaye de garder le bassin néostal. Au total, ils sont encore 15 blessés en rééducation à l'hôpital militaire des Invalides. Ok. À la limite, tu vas me faire que celui-là pour l'instant. Un établissement parisien spécialisé dans la réparation des corps cassés à la guerre. Après un mois et demi passé à l'hôpital Bichat, François est arrivé aux Invalides fin décembre. Sa chambre, il en a fait sa nouvelle maison, à son image. Il y avait des murs blancs et des portes vertes et tout. Et donc ouais, donc j'ai des affiches là, mais là toutes m'ont été offertes là. C'est pas moi qui les ai ramenées de chez moi, j'ai demandé à des gens, bah, offrez-moi un peu de déco, quoi. Et ils m'ont offert de la déco. Bon, alors la meilleure chanson de tous les temps, c'est bien sûr Icos de Pink Floyd. Originaire du Tarn-et-Garonne, diplômé d'un master de commerce, François travaille pour une agence de relations publiques avec les pays d'Afrique. Mais il est avant tout fan de rock et de guitare électrique. À Paris, il se fait une centaine de concerts par an. En novembre, il assistait à celui du groupe américain Eagles of Death Metal, le soir où sa vie a basculé. Moi, j'étais au fond de la salle, près de la régie son et lumière. Et en fait, j'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait, quoi. J'ai entendu du bruit. Le concert s'est arrêté et je me suis fait toucher très rapidement, en fait, au début de l'attaque, quoi. Je vais me retourner pour voir ce qui se passait. Et en fait, donc j'avais la balle qui m'a tracé l'abdomen et je suis tombé par terre, simplement, quoi. Donc, je sais pas, j'étais hébété, quoi. Hébété, mais la sensation elle-même, je pourrais pas la décrire. Hein. C'est de la douleur, bien sûr, beaucoup. Puis bon, t'as le sang qui dégouline, etc. Donc tu te retrouves souillé, quoi, trempé de ton propre sang, du sang des autres, peut-être aussi. Puis tu regardes autour de toi et puis bon, plus rien ne fait sens, quoi. François était au concert avec 5 copains. Eux réussissent à s'échapper. Lui passe 2 heures allongé dans la fosse du Bataclan, pendant que les terroristes continuent à tirer au hasard, avant d'être évacués après l'assaut des forces de l'ordre. Et moi j'accepte le fait que je me suis pris une balle dans un attentat, quoi, que j'aurais pu y laisser la vie. Je suis vivant. À partir de là, pas de souci, moi, en prenant tout le temps qu'il nous faut, etc. Je suis vivant, quoi. Et c'est tout ce qui compte. Et je m'en remettrai. Je suis vivant et je m'en remettrai. Donc à partir de là, tout va bien, quoi. Et si ça prend 3 mois pour que je sorte de l'hosto, eh ben, ça prendra 3 mois. C'est pas grave. Une sacrée force de caractère. Une envie de retour à la vie qui ne passe pas seulement par la rééducation physique. Allez, à la rééduque, tout à fait. Avant la nuit sanglante du 13 novembre, François sortait quasiment tous les soirs.
Un rituel qu'il veut maintenir avec sa bande de copains. Sauf qu'aujourd'hui, cela se passe au foyer de l'hôpital. Ça fait partie de la rééducation en fait. Je cite le docteur, hein. Tant que c'est pas 5, ça va. Donc bon, j'en suis qu'à ma première. Hein. J'ai pas compris la question. Samy, lui, est sorti de l'hôpital au bout de 3 semaines. Le soir des attentats, il a pris une balle dans le ventre. Il a été le premier touché au Bataclan. Avant d'entrer dans la salle de concert, les terroristes ont tiré sur le café juste à côté, où Samy se trouvait avec 2 amis. L'un est mort sur le coup. Samy doit voir une infirmière pour des soins quotidiens. Et pour le petit, là, ils vous ont dit quelque chose de particulier, là où je vous ai dit qu'il y avait un petit point blanc au niveau du nombril? Donc ça, c'est la balle. Il est rentré par là. Il était coincé dans le muscle ici. Donc ils m'ont mis en sommeil, en coma profond. Et après, le lendemain, ils interviennent, ils ouvrent, ils enlèvent la balle. Tous les blessés des attentats ont désormais le statut de victimes civiles de guerre. Leurs soins, comme ceux de Samy, sont pris en charge à 100% par l'État, sans avance de frais. En 2001, ce franco-tunisien a créé son entreprise de maçonnerie à Paris. Frappé par la crise, il a dû fermer boutique il y a 2 ans. Mais cet hyperactif de 43 ans, tout jeune papa, comptait bien remonter une société. Son projet s'est brisé net le 13 novembre 2015. Depuis, Samy est seul chez lui, loin de sa famille. Sa femme est repartie vivre en Tunisie, où elle se sent plus en sécurité. Ma femme, elle veut passer le bonjour. 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 Ben voilà la petite Abouba. Ce bout de chou de 14 mois, cela fait 2 mois que son papa ne l'a pas vu. Quand j'étais blessé, j'ai pensé beaucoup à elle. Je dis, oh là là, comment elle va vivre si je meurs là et... Moi, j'ai perdu mon père à 5 ans, elle va perdre son père à 1 an. C'est pas possible. Ça va, Reïda? Oui, ça va. Reïda est médecin homéopathe, formée en France. Aujourd'hui, elle soutient son mari, à distance. S'il surmonte le choc psychologique, ça va être sûr qu'il va surmonter et qu'il va continuer sa vie normalement. Est-ce qu'on peut continuer à vivre une vie normalement, comme vous dites, après ça? Oui, pourquoi pas. Oui. Ça vous fait du bien d'entendre ce genre de discours, Samy? Ouais. Elle me remonte de morale. Mon moral, il est remonté bien. Le fait que je l'entends, qu'il parle comme ça. Ça va. Reïda semble optimiste. Pourtant, les séquelles de Samy ne lui permettront plus jamais de travailler dans le bâtiment. Comme tous les autres blessés des attentats, il a droit à une indemnisation. Salut. Merci. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez son avocate. C'est son ami Anis qui fait le taxi. Il ne reconnaît plus le Samy d'avant les attentats. Elle est trop discrète en fait, elle est trop... Même comment il rigole comme avant et tout, non, ça a changé en fait. Je suis plus comme avant. Franchement, ma vie, elle est changée. Samy a déjà touché de la part de l'État une avance d'environ 5 000 €. Mais il ne sait pas encore à combien il aura droit au total. Selon la gravité des blessures, une victime d'un attentat en France peut toucher entre 52 000 et 900 000 €. Je suis fatiguée. C'est Maître Maktouf, avocate de 15 victimes des attentats de Paris, qui négocie l'indemnité que Samy pourrait obtenir. Une procédure qui va durer des mois. Juste un instant. Le fonds de garantie, voilà, l'avocate de Samy lui a aussi conseillé de se constituer partie civile pour avoir accès à l'enquête sur les terroristes. Une forme de thérapie pour Samy. J'ai envie de savoir tout, comme le juge.
J'ai envie de savoir la réalité. Pourquoi j'étais choisi comme ça? Pourquoi je me suis tombé blessé ce jour-là? Pourquoi c'était pas quelqu'un d'autre à ma place? Pourquoi mon ami, j'ai perdu mon meilleur ami, là, il est décédé devant moi. Il était en face de moi. Mardi, Samy a un nouveau rendez-vous à l'hôpital avec son chirurgien et son psychiatre. Il a décidé de retourner ensuite vivre en Tunisie. Moi, je veux bien. Aux Invalides, les blessés en rééducation, comme François, ont sympathisé avec d'autres pensionnaires, victimes, eux, d'accidents de la vie ou handicapés de naissance. Ce jour-là, François n'était pas peu fier de raconter la visite surprise qu'il a reçue le soir de Noël. Et là, il y a François Hollande qui arrive. Donc j'ai reposé ma brosse à dents. S'il y avait le service presse de l'Élysée, c'est tout, des photographes, il y a juste un photographe. Le président de la République, sans caméra. Non, c'est pas tous les jours, quoi. Moi, je me suis dit, bah, tiens, voilà, c'est une occasion de le voir. En vrai, c'est ça? En vrai, puis pas loin, quoi. Parce que, bon, vu la taille de ma chambre, ils étaient serrés. Hein. Ils sont rentrés qu'à 3 dans ma chambre, enfin 4 avec le docteur Lafaille, parce que de toute façon, ils pouvaient pas. Ah, mais autour de la porte, après, t'as un blocus, tu vois. Oui, t'avais du monde. Hein. T'as moins une dizaine de personnes. Et tout. Oui, il y avait du monde, ouais. T'étais pas impressionné? Non, pas trop. C'était assez informel au final, quoi. On était plus sur le plan, ouais, bon, ça va bien, tout ça, etc. Moi, perso, je l'aurais vu, La rééducation, ça se passe, tout ça. Ça montrait une certaine considération, quoi. C'est bien. Maryse, la maman de François, arrive de Valence d'Agen, où elle tient un magasin de chaussures. Depuis que son fils a été transféré aux Invalides, elle y a obtenu gracieusement une chambre, réservée d'ordinaire aux familles de soldats blessés de guerre. C'est parfait. Pendant des semaines, Maryse a été au chevet de son fils, jour et nuit. Maintenant qu'il va mieux, elle peut souffler un peu. D'abord, je vais me reposer, ce qui est indispensable vu les périodes qu'on vient de vivre. Je vais bouquiner, puisque j'arrive à relire ce que je n'arrivais plus à faire. J'ai porté mon petit tas de livres et je vais être peinarde. Voilà. Vous n'étiez plus capable de lire? Non, plus capable de lire. Ah non, mais ça a été terrible. Hein. Je me suis souvent demandé, s'il avait eu un accident de voiture, il aurait pu être massacré de la même façon. Mais ça n'a pas été pareil. Ça n'a pas été pareil parce que tous les gens se sont mobilisés autour de nous. Il y a eu une pression gentille, très gentille, mais une pression. Nous demandant toujours des nouvelles et nous disant mais comment ça se passe et comment et tous ces amis qui venaient, ça a été réconfortant et en même temps très difficile. Enfin, pas difficile. Il a fallu gérer tout ça. Donc j'ai cru comprendre qu'ils allaient faire une projection de Star Wars ici pour vous. C'est bien. Oui, mais c'est bien, oui. Maryse et son mari Michel sont montés à Paris en catastrophe dans la nuit des attentats. Ils ont veillé François pendant ces 5 jours de coma. Son réveil a été aussi une terrible épreuve. Il s'est réveillé pensant qu'il n'était pas vivant. Il disait non, je ne suis pas vivant, non, c'est pas un hôpital, ça, c'est pas un hôpital. Je suis pas vivant. Et après, il a eu toute une période de terreur. Il criait tout le temps quand on s'approchait. Quand son frère s'est approché, il a dit mais il est bizarre ce mec. Même les infirmières lui disaient mais il y a des gendarmes, ne t'inquiète pas François, tu risques rien ici. Et donc on le calmait tant qu'on pouvait. Et avec Michel, on le tenait, on lui tenait la main, on le caressait, on lui parlait. Et ça a duré des jours et des jours. C'est le moment où j'étais très sous morphine aussi. Oui. Vous êtes optimiste dans le mois à venir? Très. Ah mais très. Ah non mais attendez, non. On a pris le jour, dans les 3 jours qui ont suivi, on a su qu'il était sauvé, on a su qu'il remarcherait, on a pris la décision de lui garder sa chambre à Paris par exemple. De financer sa chambre à Paris de manière à ce qu'il n'y ait aucun problème, qu'il garde ses affaires, que... On a toujours été dans une évolution positive. Les blessures ne sont pas toujours visibles. Christophe n'a pas été touché physiquement,
mais il reste traumatisé par les événements. Première note sur 50, en dessus de la moyenne. Super. Ce prof d'histoire géo de 40 ans fait partie de ce qu'on appelle les impliqués, familles endeuillées, proches ou témoins du drame. Il serait plus de 4500. Le soir du 13 novembre, Christophe a porté secours aux victimes du restaurant Le Petit Cambodge. Ce qu'il a vu, des images de guerre en plein Paris qui le hantent encore. Et là, enfin c'est un truc, c'est... Vous voyez. C'était un cauchemar, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'est le mot employé, c'était... Enfin... Moi, je me rappelle voir les éclats de balles sur les murs dans le fond. Enfin, des gens qui étaient allongés par terre, du sang partout. Enfin, c'était un truc, c'est... Un ouragan qui était passé là, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis rentré dedans, et puis il y a une jeune femme qui m'a agrippé la jambe, en fait. Et c'est un autre monsieur qui était arrivé qui m'a dit, bon bah voilà, on va s'en occuper, il faut faire comme ça. Donc vous enlevez votre chemise, vous enlevez ce que vous avez, puis vous essayez de faire de la charpie, puis vous essayez de faire un point de compression sur les plaies sur les plaies à la poitrine. Elle avait 5-6 balles dans le corps, donc voilà, on peut... J'appuyais, ça marchait pas. Et ça, c'est un truc qui me... C'est cette image qui revient. Ouais. Quasiment 3 mois après. Et on me dit, quelqu'un me dit, pourquoi t'as pas fait, pourquoi t'as rien fait, pourquoi t'as rien fait, pourquoi t'as rien fait. C'est comme un peu sentiment de culpabilité qui était enfoui, qui remonte à la surface, quoi. Célibataire, plutôt joyeux d'ordinaire, Christophe a repris ses cours le lundi suivant les attentats. Il a tenu 4 jours avant de craquer. Son médecin l'a arrêté 2 semaines. Et pour chasser les images qui l'obsèdent, il lui a conseillé un psychologue aux méthodes peu classiques. Bonjour. On y va? On y va. Il en est à sa 7e séance. Je vais vous demander de fermer les yeux. Ce jour-là, le psy lui demande de se replonger dans les secondes qui ont précédé son entrée dans le restaurant. Sur ce point perturbant. Christophe était avec sa sœur. C'est elle qui l'a poussé à porter secours aux victimes. Et vous la suivez contre votre gré. À combien estimez-vous le bouleversement que vous ressentez sur l'échelle de 0 à 10, où 0 correspond à neutre et 10 à la pire expérience que vous puissiez imaginer? Le curseur, vous le metteriez où? À 8. Là maintenant. D'accord. Ok, centrez-vous sur ça. Et en même temps, vous suivez la barre lumineuse sans bouger la tête. Juste les yeux. Voilà, très bien. C'est très bien, Christophe. Bouger les yeux pour évacuer le stress post-traumatique. C'est la technique EMDR, abréviation anglaise pour désensibilisation et reprogrammation du cerveau par mouvement oculaire. Bien, faites le vide, laissez aller tout ça et prenez une grande respiration. Expirez doucement le négatif. Que ressentez-vous là maintenant? Je ressens toujours de la puissance, mais j'ai l'impression que c'est comme c'est du passé, c'est fait, et puis il n'y a plus rien là. Enfin, on ne peut plus revenir en arrière. Le curseur, vous le metteriez où là maintenant? Entre 4 et 5. Mark Spoon est spécialisé dans cette technique venue des États-Unis. Parfois décriée en France, le MDR est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. L'idée, c'est de reconnecter la partie émotionnelle du cerveau à la partie rationnelle. Quand un événement hors du commun, comme un attentat, un accident, une agression, un viol arrive, les 5 sens sont hyper activés et le cerveau, c'est comme l'ordinateur, il se plante. C'est-à-dire que les 2 cerveaux vont se désolidariser, ils ne vont plus communiquer et c'est le cerveau émotionnel qui va tenter de traiter l'information. Donc le MDR permet d'abord d'assouplir en quelque sorte le cerveau émotionnel, l'hémisphère droite, de manière à ce que cette information passe dans l'hémisphère gauche et classer l'affaire.
à faire, classées, donc je peux y repenser, mais je ne ressens plus les émotions que j'ai ressenties à ce moment-là. Au bout d'une heure de séance, l'image traumatisante s'est apaisée. Le MDR semble faire effet sur Christophe pour soigner ses blessures psychiques. J'ai pas effacé sa mémoire, mais c'est plus quelque chose de contrariant, de grave, de... Le curseur, vous le metteriez où, là, maintenant? 1. Moi, pour l'instant, j'avoue que voilà, ça me fait du bien. Moi, je sors, je suis bien jusqu'à la fin de la semaine. Ça m'est jamais depuis, j'ai pas, physiquement, ça va mieux, moralement, ça va mieux, mentalement. Enfin, je peux retourner en cours, je peux refaire des choses et tout ça, donc presque reprendre une vie normale. Même s'il y a des choses, j'avoue qu'il y a des endroits, j'hésite encore de passer, de toute façon. Il y a des cafés, des restos, je fais le tour parce que je ne vais pas passer par ces rues-là, donc il y a encore des choses que je ne peux pas encore faire. Mais et je pense que ça m'aide un petit peu, ça me permet un petit peu de... C'est une manière de se battre un petit peu, j'ai l'impression. Les séances avec les psys, elles aussi, sont prises en charge pour les victimes du 13 novembre. Christophe aura besoin d'une dizaine de rendez-vous pour réparer les dégâts causés dans sa tête par les événements. Au bar du fond. Au fond? Ouais. À l'hôpital militaire des Invalides, c'est un grand jour pour François. Il va tenter de faire ses tout premiers pas depuis les attentats. Debout. C'est toujours la douleur un peu vasculaire. Ah non, horrible, horrible. C'est pas un peu, c'est ça le problème. Mais bon, au fur et à mesure que tu restes plus longtemps debout, ces douleurs-là vont s'estomper. Ouais, mais bon, non. Ça va venir. Ok, on fait encore 5, 4, 3. On va essayer d'amener ta jambe gauche, d'accord? Tu poses juste les talons, d'accord? Ça va, François? Tu veux qu'on fasse une pause? Vas-y. Ouais. Tu appuies juste les talons, d'accord? Et sans appuyer sur la jambe. François souffre le martyre. Le sang circule toujours aussi mal dans sa jambe. Point du pied et fais la flexion et passe l'autre. Okay? Mais garde quand même un contact avec le sol. Ok. Ok? Avance bien tes bras, fléchis ton genou et passe l'autre. Voilà, très bien. On va travailler comme ça l'appui contact. Peut-être moins douloureux. Ah, fuck. Vous ressentez quoi là, comme une petite victoire? Bah, c'est bien, ouais, effectivement, avec l'appui, ça facilite le truc, quoi. J'ai moins mal. Donc ça marche, quoi. Donc c'est possible d'avancer un peu, quoi. Donc il faudra essayer avec un déambulateur, ce genre de truc. Et si ça marche avec un déambulateur, c'est-à-dire que je peux me lever et marcher tout seul. Donc oui, c'est une victoire. Chaque jour, sa petite victoire. Après-demain, mardi, François ira en chaise roulante à l'Olympia, au concert des Eagles of Death Metal. Le groupe de rock californien revient à Paris 3 mois après. Contre-échange de leurs billets, tous les miraculés du Bataclan sont invités pour finir le concert. C'est important, quoi, de faire ça. C'est un acte de résistance, quoi. C'est un acte de résistance qui dit non, moi le terrorisme, la menace existe, mais moi je m'en fous, je continuerai à faire des concerts et je continuerai à faire aller dans des rassemblements publics et je continuerai à vivre mon style de vie, quoi qu'il arrive, quoi. Même s'il y a des mecs qui sont pas d'accord avec et qui le désapprouvent, quoi. François devrait rester encore 1 mois aux Invalides, minimum. Les médecins disent qu'il pourra remarcher normalement d'ici 3 mois. Courir, ce sera plus difficile. En plus des 130 morts, les tueries du 13 novembre ont fait 414 blessés, dont 33 sont toujours hospitalisés.